Alors, on va commencer la série des deux présentations sur le traitement de la myasthénie. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, moi, je vais plutôt aborder les traitements qu'on va appeler classiques. Ça veut dire les molécules anciennes, mais pas que les traitements médicamenteux finalement, comme vous allez voir. Parce que effectivement, dans la prise en charge de la myasthénie, il y a la possibilité de donner des médicaments, mais il y a aussi d'autres possibilités thérapeutiques qui dépendent aussi, pour certaines d'entre elles, comme la thymectomie, de la forme de la myasthénie, comme on a déjà commencé à en parler tout à l'heure. Alors pour commencer, il y a une chose importante qui est l'activité physique, parce que pendant très longtemps, comme la myasthénie entraîne une fatigabilité musculaire, donc une faiblesse qui apparaît à l'effort et à l'activité, pendant très longtemps on disait aux patients myasthéniques qu'il fallait en gros plus rien faire, parce que si vous faites un effort, vous allez à nouveau être déficitaire et il faut surtout pas faire de sport, vous devez tout arrêter. Et puis, en fait, on s'est rendu compte que c'était pas du tout vrai, ça. Les premières constatations, c'était qu'il y avait des patients très sportifs à qui on diagnostiquait une myasthénie. Et quand on disait, bah là, maintenant, il va falloir arrêter, il y en a beaucoup qui étaient pas du tout prêts à arrêter de faire du sport. Et certains continuaient à en faire malgré les recommandations des médecins. Donc moi, quand j'étais interne, ça commence à remonter, mais un de mes chefs de service à l'époque, qui voyait pas mal de myasthénie, il disait clairement aux patients à l'annonce diagnostique, alors là maintenant vous arrêtez tout, vous faites plus de sport. Vraiment, il faut tout arrêter. Il n'était pas un grand adepte du sport en plus, donc de toute façon il trouvait ça inutile, donc il disait aux gens qu'il fallait arrêter. Et puis il y en avait qui faisaient quand même. Et puis il y en a qui faisaient des marathons et qui faisaient quand même les marathons. Et puis qui allaient pas si mal après en fait. Et donc ça a commencé à poser des questions avec des patients comme ça qui continuaient à faire du sport. Puis finalement, il y a eu des études pour regarder est-ce que oui ou non le sport c'est un problème dans la myasthénie. Alors il y a par exemple cette étude danoise qui reposait sur des questionnaires en ligne envoyés à environ 800 personnes. Et la première constatation, c'était que les patients myasthéniques avaient de base un niveau d'activité faible chez plus de la moitié des patients. Et en fait, ce qu'on constatait, c'est que chez ces patients qui bougeaient le moins, eh ben, ils avaient plus de comorbidités, donc plus d'autres pathologies que la myasthénie. Ils étaient plus fatigués. Et puis ça, c'est des choses qu'on sait maintenant aussi dans d'autres maladies chroniques neurologiques, que moins on fait d'activité, en fait, paradoxalement, plus on est fatigué. Et qu'au final, quand on évaluait la qualité de vie, elle était moins bonne. Et donc, il y avait bien sûr d'autres facteurs de risque de fatigue que le fait de ne pas faire d'activité physique. C'est sûr que la myasthénie, si elle était très sévère, il y avait plus de risques d'être moins actif. L'obésité, les comorbidités, la qualité du sommeil, etc. Donc, bien sûr qu'il y a d'autres éléments à prendre en compte dans la fatigue au sens large. Alors, est-ce que faire de l'exercice, déjà, ne serait-ce qu'à la maison, c'est dangereux, puisqu'on avait donc cette idée-là depuis très longtemps. Donc, ça a été évalué dans ce qu'on appelle un essai prospectif randomisé. Donc, c'est le standard des essais qu'on fait en médecine, où l'idée, c'est que on a deux groupes différents, un qui va faire de l'activité, l'autre qui va pas en faire, et le choix de dire qui fait quoi est le hasard, c'est-à-dire que c'est un tirage au sort. Ni le médecin ni le patient ne choisit et on ne sait pas qui fait quoi. Donc cette étude, elle portait sur 45 patients de plus de 18 ans qui avaient de base, bien sûr, une myasthénie généralisée stable. Il est certain que si on est en pleine décompensation myasthénique, là, par contre, il ne faut pas se mettre à faire du sport parce que ça ne va pas bien aller. Donc l'activité physique, c'est quand la myasthénie est stabilisée. Et donc la comparaison, c'était entre un groupe qui faisait un entraînement de 3 fois 40 minutes par semaine avec du rameur à la maison pendant 3 mois versus un groupe qui conservait son activité habituelle. Et les résultats de cette étude, d'une part, c'est que en termes de tolérance, c'était déjà une première information, que la tolérance était bonne dans les deux groupes et comparable dans les deux groupes. Donc ceux qui faisaient du sport toléraient bien le sport, ce qui a déjà été une réponse puisque jusqu'avant, maintenant, on disait que fallait pas faire de sport. Et puis surtout, élément important, c'est qu'il n'y a pas eu de recrudescence de la myasthénie dans le groupe pratiquement l'entraînement par rapport à dans le groupe contrôle où là, il y a eu 2 cas de décompensation de la myasthénie. Par ailleurs, sur des tests d'évaluation des capacités physiques, par exemple ce test de marche de 6 minutes, eh bien ça c'est pas très surprenant, mais les groupes entraînés s'amélioraient aussi sur la vitesse de marche pendant 6 minutes par rapport aux groupes sans entraînement.
Donc les conclusions de cette étude, c'était d'une part, et c'est important, que l'exercice est bien toléré chez un patient myasthénique stable. Alors stable, c'est l'élément important dans cette phrase, et que par ailleurs, il y a très probablement un effet bénéfique de l'entraînement chez les patients myasthéniques. Donc un double bénéfice finalement. Donc après, à partir de là, il y a des études qui ont regardé tout ce qui a été étudié dans l'exercice physique et la myasthénie. Et il y a par exemple cette revue de la littérature assez récente qui a repris 10 études interventionnelles, c'est-à-dire qu'on impose une activité physique à des patients myasthéniques qui reposait sur 159 patients avec une myasthénie généralisée. Et ce qui ressort de l'analyse de toutes ces études, c'est que les patients ont une amélioration de la force motrice et de la qualité de vie, une fatigue qui est quand même un peu moins influencée que la force motrice par l'exercice, c'est-à-dire que c'est un peu moins net l'amélioration de la fatigue que de la force en elle-même, que la tolérance à l'exercice, elle est confirmée bonne et que par contre, il faut maintenir l'activité dans la durée et que bien sûr, il faut adapter l'activité physique à chacun parce que tout le monde, mais c'est valable aussi quand on n'a pas de myasthénie, n'a pas les mêmes compétences physiques. Donc c'est sûr qu'il y en a qui vont faire des marathons et puis il y en a d'autres qui vont simplement marcher activement avec un léger essoufflement pendant 40 minutes, mais c'est suffisant, d'accord? Donc c'est adapté à chacun. Donc les recommandations, du coup, suite à toutes ces études, c'est de faire un minimum de 150 minutes d'exercice par semaine, donc 50 minutes x 3, en cas de myasthénie légère à modérée. Évidemment, quand on est dans les stades 4, 5 de myasthénie, ça veut dire que ça va pas sur le plan de la myasthénie, qu'elle n'est pas contrôlée, et que bien sûr, c'est pas là qu'il faut se mettre à faire du sport. Alors ça, c'était pour la partie activité physique. Si on regarde maintenant sur les traitements plus médicamenteux, chirurgicaux, on a donc parlé de ces patients qui avaient un problème au niveau du thymus. Alors le thymus, si vous avez retenu, ça concerne quand même essentiellement, voire que les patients qui ont une myasthénie avec des anticorps anti-récepteurs acétylcholine positifs. Donc là, on parle vraiment de cette catégorie-là de patients. Dans les autres cas, on n'a pas d'indication à faire de thymectomie. Donc la thymectomie, c'est retirer le thymus. Donc jusqu'à il y a 5-6 ans, on retirait les thymus seulement quand le thymus n'était pas normal. C'est-à-dire que sur le scanner thoracique, il y avait un gros thymus avec suspicion d'une tumeur du thymus ou simplement juste que le thymus était trop gros pour l'âge, puisque normalement cette glande disparaît à la naissance et donc les adultes ne doivent plus avoir de thymus. Et puis il y a eu cette étude qui a regardé si on faisait une thymectomie même chez des patients qui n'avaient pas d'anomalie du thymus sur le scanner, est-ce que ça pouvait avoir un bénéfice pour contrôler la myasthénie? Le rationnel de ça, c'est que le thymus, c'est une glande qui fabrique des anticorps et que la myasthénie a anticorps à anti-RAC et par définition, une myasthénie a anticorps et les anticorps sont principalement fabriqués par le thymus. Et puis après, il y a des phénomènes d'entretien sur le long cours d'interaction entre le thymus et le système immunitaire, mais initialement, il est probable que tout démarre dans le thymus. Et donc l'idée, c'est que même si on ne le voit pas sur le scanner, il est probable qu'il reste des choses dans ce thymus et que de là parte le mécanisme initial de la myasthénie, d'où l'idée de le retirer chez tous les patients de moins de 65 ans et qui avaient donc des anticorps anti-RAC positifs. Donc ça, c'est une étude à nouveau prospective randomisée, donc c'est critères de qualité, on va dire, ce type d'étude pour l'interprétation des résultats d'une étude qui était reposée sur plusieurs centres, vous voyez, 36 centres dans le monde qui ont inclus des patients et le suivi initial était de 3 ans après la chirurgie. Donc la comparaison, c'était comparer un groupe qui a eu une thymectomie transternale étendue, donc à l'époque c'était une chirurgie avec une grosse cicatrice au niveau du sternum, associée à un traitement corticoïde pour contrôler la myasthénie, versus une corticothérapie seule. Et puis ce qu'on voit en fait, c'est que les patients qui ont eu la thymectomie vont mieux à 3 ans que ceux qui n'ont pas eu la thymectomie et qui ont simplement eu les corticoïdes. Donc cette étude a démontré le bénéfice de la thymectomie chez les patients anti-RAC positifs, même si le thymus a une apparence normale sur le scanner. Et puis, quand les patients comme ça sont inclus dans une étude, il y a toujours le projet initial qui est de dire ce qu'on va regarder, c'est comment les gens évoluent
tant de temps après l'intervention qui a été faite. Donc là, initialement, c'était 3 ans après. Et puis ensuite, en général, on continue à suivre les gens pour voir si l'effet qu'on a vu au bout de la fin de l'étude théorique persiste au-delà de la fin de l'étude. Et donc ça, c'est l'extension de cette étude qui a été faite à 2 ans de plus, ce qui fait 5 ans de suivi. Et à nouveau, sur les 5 ans de suivi, on confirme le bénéfice de la thymectomie, donc sur le long cours, en termes de risque de rechute myasthénique et aussi en termes de nécessité de traitement médicamenteux parmi les patients qui ont eu la thymectomie versus ceux qui ne l'ont pas eu. Donc ça, c'est des critères d'évaluation. On va peu en parler aujourd'hui, mais c'est une vraie autre discussion, mais il y a différentes façons d'évaluer la réponse au traitement sur le plan de la myasthénie. Il y a des échelles qu'on utilise qui sont des échelles de quantification du déficit, c'est-à-dire quand on examine les patients, on regarde ce qui fonctionne pas, les paupières qui remontent pas comme il faut, la force qui est pas bonne, et ça c'est des scores plus de déficit, comme le score QMG, et qu'on voit qu'il s'améliore chez le groupe de patients qui a eu la thymectomie versus ceux qui ne l'ont pas eu. Donc plus c'est bas, mieux c'est. Donc les rouges, c'est ceux qui ont la thymectomie. Une autre façon, c'est de regarder quels traitements sont nécessaires avec le temps. Et donc moins il y a de traitements et mieux c'est. Ça veut dire qu'on a moins besoin de traitement. Et à nouveau, on voit que le groupe thymectomie a moins besoin de traitement. L'autre façon qui là est pas évaluée, c'est de regarder la qualité de vie. Parce que beaucoup de nouvelles études, on en parlera après, regardent ces critères-là. C'est encore un autre moyen d'évaluer l'efficacité d'un traitement. Voilà, donc maintenant on va aborder plus ce qui est traitement justement médicamenteux. Alors je ne vais pas parler de traitement de la crise, voilà, je parle juste des traitements au long cours, mais bon, on peut toujours discuter aussi après le traitement de la crise. Donc je parle plus là des traitements au long cours pour éviter les crises, en l'occurrence les crises myasthéniques aiguës. Alors, il y a des recommandations théoriques. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que des recommandations de prise en charge de la myasthénie, c'est une maladie rare. Il y a peu de grandes études qui ont comparé tous les traitements entre eux. Et il n'y a pas tant que ça d'algorithmes formels internationalement reconnus où tout le monde va faire pareil. Je dis ça parce que dans d'autres maladies, ça peut être le cas. Il y a d'autres maladies plus fréquentes pour lesquelles il y a des critères très clairs. C'est comme ça, en premier on fait ci, en deuxième on fait ça, si ça marche pas on fait ça, etc. La myasthénie, c'est un peu plus compliqué. On n'est pas tous... on fait pas tous la même chose et on peut discuter avec des experts d'un centre dans un pays, un expert d'un centre dans un autre ou des experts du même pays à quelques kilomètres d'intervalle et tout le monde ne va pas forcément faire exactement la même chose. Donc il y a quand même des idées globales, il y a des recommandations un peu générales, mais dans la pratique quotidienne, il y a une relative variabilité et c'est pour ça qu'au final, tout le monde n'est pas vraiment traité pareil. Puis ça va pas s'améliorer tout de suite parce qu'avec tous les nouveaux traitements, on ne sait pas encore très bien où les mettre. Mais je pense que on en discutera encore après. Mais de façon globale, quand un patient a une myasthénie généralisée, ce qui est certain, c'est que donner des anticholinéstérasiques, donc ça c'est ce qui va permettre de refaire marcher la jonction entre le nerf et le muscle au moment où on prend le médicament. Donc c'est pas un traitement de fond de la maladie, c'est un traitement du symptôme et en tout cas ça a l'intérêt d'améliorer immédiatement le symptôme et puis d'être bien toléré avec peu de risques d'effets secondaires. Donc ça c'est sûr que c'est utile de donner les anticholinéstérasiques, mais de façon générale ça suffit pas pour contrôler les choses au long cours le plus souvent. On a dit la thymectomie, ça concerne un certain groupe de patients, donc les patients avec des anticorps anti-RAC positifs. S'il y a le thymome, évidemment, il n'y a pas de doute, là, il faut y aller. Mais si c'est des patients qui ont entre 18 et 65 ans, l'étude qui a été faite, comme je vous ai montré, dit qu'il faut le faire aussi. Donc la thymectomie, si possible à la phase précoce, seulement quand la myasthénie est stabilisée, parce qu'on l'a dit tout à l'heure aussi, une chirurgie, ça peut décompenser une myasthénie. Donc l'idée, c'est quand même pas de décompenser les choses par la chirurgie, mais d'abord on stabilise et ensuite on fait la thymectomie chez tous les patients anti-RAC positifs de moins de 65 ans. Et puis là, déjà, on peut voir. Donc, est-ce que déjà il y a une nette amélioration ou une rémission des symptômes? Si oui, et c'est là, je pense qu'il y a un peu de débat parce que je suis pas sûre que tout le monde fait ça. Mais si oui, en théorie, on pourrait discuter de laisser les anticholinéstérasiques seuls
Dans la réalité, personnellement, je le fais quasi pas, mais en soi, il y a des recommandations qui disent que on pourrait faire ça éventuellement. Si vous avez suivi ce qu'avait dit tout à l'heure la doctoresse Lascano, dans la myasthénie, il y a ces anticorps qui bloquent la transmission entre le nerf et le muscle de l'information pour que le muscle bouge, mais avec le temps, il y a une cascade inflammatoire qui abîme aussi la jonction neuromusculaire et il est possible que de ne pas traiter tout de suite cette composante inflammatoire immunologique entretienne les dégâts dans la jonction, d'où la question de est-ce que c'est vraiment une bonne idée de donner que des anticholinésterasiques au long cours. Mais voyez qu'il y a des recommandations qui disent qu'on peut faire ça. Si on n'obtient pas la rémission avec ça, là, on peut ajouter des traitements. Et puis là, vous voyez, il y a des plus ou moins. Voilà, donc c'est là qu'il y a une certaine variabilité. Alors en gros, ce qui fonctionne rapidement, c'est les corticoïdes. C'est un effet qui est rapide. On va les augmenter progressivement parce qu'autrefois, on les donnait d'un coup à forte dose et on était obligé d'hospitaliser les patients parce qu'en général, sous 10 jours, ils s'aggravaient et puis ils passaient en soins intensifs et puis après, ça allait mieux. Et puis maintenant, on a appris avec des études que si on les donne à petite dose et en augmentant doucement, il n'y a plus cette aggravation et on a le bénéfice sans les dégâts, en gros. Donc les corticoïdes, ça marche très bien, ça agit assez vite. Ça a l'inconvénient d'avoir des effets secondaires si on les prend au long cours, d'où l'intérêt d'associer d'autres traitements qu'on appelle des immunosuppresseurs, comme par exemple l'azatioprine ou le mycophénolate mofétyle, qui sont des immunosuppresseurs qui vont avoir pour objectif de permettre d'arrêter les corticoïdes. Mais ces médicaments-là, ils n'agissent pas tout de suite. Donc si on commence que par ça, il va falloir attendre en général au moins 3 mois avant d'avoir un bénéfice. Et donc parfois, c'est un peu long d'attendre 3 mois quand ça va pas bien, alors que les corticoïdes, eux, vont agir à peu près sous 10-15 jours. Donc évidemment, ça va être fonction de la gène. Si la gène est légère et qu'on peut attendre, on peut faire que les immunosuppresseurs. Si elle est importante, il vaut mieux donner les corticoïdes et associer l'immunosuppresseur. Donc j'ai mis cette petite flèche pour ce que je vous ai dit, où il y a une petite discussion quand même sur les anticholinésterasiques seuls. Et puis là, soit ça fonctionne et tant mieux. Si ça fonctionne, on essaye d'arrêter les corticoïdes pour limiter les effets secondaires de ces traitements. C'est la prise de poids, la fragilité osseuse, les risques de diabète. Et puis, on continue avec uniquement l'immunosuppresseur. Et après, la question, c'est combien de temps on continue, mais en tout cas, largement au moins 2 ans. Et puis, on peut ensuite discuter en fonction de comment ça va. Et avec le temps, on va essayer de réduire petit à petit les doses, voir si on peut d'arrêter, ce qui n'est pas toujours possible. Si là, on n'est pas en rémission, alors là, c'est là qu'on va avoir d'autres options. Donc, je reste sur les traitements classiques, c'est-à-dire que maintenant, il y a des nouveautés. Mais si j'inclus ce rituximab dans le classique, même si c'est pas un traitement très vieux par rapport à l'azatioprine ou le Cellcept. Mais donc, on peut proposer là du rituximab, qui est un traitement en perfusion intraveineuse et puis qui, lui, va avoir un effet en théorie sur la production d'anticorps. On ne sait pas exactement quand même comment ça fonctionne, mais ça peut très bien marcher dans des myasthénies qui ne répondent pas au traitement classique. Et puis là, si le rituximab ne marche pas et que le reste n'a pas marché, il y a quand même une première chose qu'il faut faire, c'est se reposer la question du diagnostic. On a vu juste avant qu'il y a quand même pas mal d'erreurs diagnostiques. Il y a pas mal de patients qui sont diagnostiqués avec des myasthénies et qui probablement n'en sont pas. Alors évidemment, quand on a les anticorps, c'est plus facile, mais vous avez vu que même quand il y a des anticorps, s'ils sont faiblement positifs, des fois, c'est pas si évident que ça. Donc la première chose, c'est vérifier que c'est pas autre chose comme maladie et qu'on s'est pas trompé. Et puis si on est sûr que c'est ça, là il va falloir essayer d'autres choses. Et puis là on commence à parler de choses un peu moins claires, donc différentes sortes d'immunosuppresseurs. On peut aussi essayer des traitements récurrents par immunoglobuline ou échange plasmatique. Et puis parler après de traitements innovants, et ça ce sera évoqué juste après. Donc c'est toutes les nouvelles molécules en cours de développement et pour certaines déjà disponibles. Dans tous les cas, on l'a déjà dit, il faut de toute façon toujours éviter les médicaments contre-indiqués et à vie, même si on est en rémission, parce qu'on est en rémission, mais malheureusement, on n'est jamais vraiment guéri de cette maladie.
Donc, même si ça va bien, il faut toujours éviter les médicaments contre-indiqués et prévenir tous les médecins concernés. Et puis, en cas de crise myasthénique, donc ça, je le note juste rapidement ici, mais quand ça va vraiment très mal et qu'il y a une hospitalisation qui est nécessaire, une intubation, voire des soins intensifs importants, le traitement de la myasthénie, dans ce cas, c'est des traitements qui vont essayer de marcher très vite. Et puis là, on va faire les immunoglobulines intraveineuses, des plasmaphéreses, introduire très tôt des corticoïdes et éventuellement du rituximab pour essayer de sortir de la situation de crise. En théorie, dans un pays développé comme la nôtre, on est censé ne pas mourir de myasthénie si la prise en charge est faite dans les temps, parce que on est capable de soigner une crise myasthénique. Par contre, il faut que les patients arrivent à temps aux urgences, parce que le risque, c'est la décompensation respiratoire et que, évidemment, on peut mourir d'un arrêt respiratoire si on n'est pas à l'hôpital pour s'en occuper. Mais si on est à l'hôpital parce qu'on respire mal et qu'on fait l'arrêt respiratoire à l'hôpital, il y a des machines pour compenser ça le temps qu'on contrôle la myasthénie. Et après, on va réussir à la contrôler. Donc, ça peut prendre du temps, ça peut être difficile comme période, mais in fine, on est censé réussir à contrôler une crise myasthénique et censé normalement ne pas avoir de décès lié à la myasthénie quand les crises sont prises à temps en traitement. Donc juste pour vous montrer le rituximab qui est le plus récent de ces médicaments, même si on ne le classe pas vraiment dans les innovants, en fait, il n'y a pas vraiment eu ces fameuses études prospectives randomisées dont je vous ai parlé, qui sont le gold standard pour dire que ça fonctionne. Donc dans ces cas-là, c'est différentes sortes d'études, c'est on observe des patients à qui on a donné et on regarde est-ce que ça a fonctionné. Et puis vous voyez, ça c'est la liste de plein d'études qui ont été faites, c'est le nom des auteurs qui ont fait des études pour voir ce que faisait le rituximab comme effet sur la myasthénie. Et puis c'est des statistiques et en gros, plus c'est à droite, plus c'est en faveur de l'effet du rituximab. Donc on voit quand même que toutes ces études ont l'air d'être en faveur de l'effet du rituximab. Et puis dans la pratique quotidienne, on se rend compte qu'effectivement, le rituximab, c'est un médicament qui marche dans la myasthénie, même si on n'a pas démontré ça formellement dans une étude médicale classique. Donc le problème de ne pas avoir d'études, par contre, comme il y a eu pour la thymectomie, par exemple, ou comme il y a pour les autres médicaments dont on va parler, c'est qu'il y a plein d'éléments concordants en faveur de l'intérêt du traitement. En revanche, ce qui n'est clair pour personne, c'est à quelle dose il faut le donner, parce que le rituximab, il y a plein de doses possibles. C'est donné, un médicament qui est donné dans beaucoup d'autres maladies, pas que neurologiques, et il y a de grandes variations dans la dose dans toutes ces maladies. Et donc la dose, la durée, quand est-ce qu'il faut l'introduire, quand est-ce qu'il faut l'arrêter, ben en fait personne ne sait vraiment. Et c'est là qu'on commence à parler de cuisine un peu intercentre, habitude, etc. Donc on adapte un peu à chacun et à l'évolution des patients et à la tolérance du médicament. Ce qui est certain, c'est que donc le rituximab dans des formes réfractaires, donc on a vu celles qui répondent pas au traitement classique habituel, ça a un intérêt. Donc il y a quelques études qui l'ont démontré. Des fois, le réfractaire, ça vient aussi du fait qu'on ne tolère pas les traitements classiques. Évidemment, il y a des effets secondaires à tous ces traitements et donc des fois, la tolérance n'est pas bonne ou bien on n'arrive pas à arrêter les corticoïdes et ça, c'est un problème de ne pas réussir à les arrêter parce qu'ils ont des effets secondaires au long cours ou bien on est dépendant d'autres traitements comme des perfusions d'immunoglobulines ou des échanges plasmatiques. Donc il y a cette étude qui a regardé, c'est un petit nombre de patients, vous voyez seulement 14 patients, un petit peu mélangés parce qu'il y en a avec des anticorps anti-RAC, d'autres avec des anti-muscles. Vous avez vu que les anti-muscles, c'est des formes très particulières et qui pour le coup répondent très bien au rituximab et beaucoup moins bien au reste. Donc c'est une étude qui vaut ce qu'elle vaut, elle n'est pas de très bonne qualité. Toujours est-il que ce qui ressort de ça, c'est que le rituximab semble être efficace dans ces formes réfractaires de myasthénie, mais qu'en revanche, le délai de réponse au traitement est très variable d'un patient à un autre. Sur l'échelle des ordonnées, c'est en délai en mois. Et vous voyez qu'il y a des gens qui, dès le premier mois, vont avoir un bénéfice, alors que d'autres, il leur en faut 9 pour que le rituximab commence à être bénéfique. Donc ça, voilà, c'est une étude de petite taille, assez hétérogène, mais qui montre aussi qu'on connaît quand même pas tout encore du rituximab.
Donc il y a à nouveau eu une analyse complète de toutes les études fiables faites avec le rituximab dans la myasthénie et qui confirme que dans les formes réfractaires, donc au traitement classique, le rituximab, c'est une bonne option. Alors, je reviens juste très brièvement sur cette myasthénie antimus, donc qui est beaucoup plus rare, qui est très spécifique, puisqu'on a dit que ça donne un tableau qui est très particulier et qui est différent de la myasthénie anti-RAC. Il n'y a pas de maladie du thymus dans la myasthénie antimus, donc on ne fait jamais de thymectomie chez ces patients. Et puis, ils répondent pas très bien au traitement classique de la myasthénie. Et donc ça, les patients avec myasthénie antimuscle, c'est des patients à qui on va donc pas proposer de chirurgie thymique et on va pas proposer le traitement classique. On va d'emblée aller sur le rituximab parce que là, pour le coup, le rituximab marche très bien. Donc c'est une forme qui est plus sévère et qu'il faut bien diagnostiquer parce que si on la considère pas comme telle, ben on peut ne pas la traiter de façon adéquate. Alors, un nouvel algorithme, que là j'ai parlé des formes généralisées. Tout à l'heure, la doctoresse Lascano vous a dit qu'il y avait aussi ces formes oculaires pures. Alors là, c'est un peu différent parce que le retentissement, il n'est pas le même et les risques sont pas les mêmes. Même si on a vu que même jusqu'à 10 ans après le début, il y a toujours un risque de devenir généralisé. C'est sûr que la myasthénie, le risque, c'est la respiration et la déglutition. Quand on est oculaire pur, en termes de risque vital, ben, il est beaucoup moindre. Et puis, par contre, le problème, il est plus fonctionnel. C'est sûr que c'est pas confortable d'avoir une paupière qui tombe, un œil qui se ferme ou qu'on voit double. Mais donc, le traitement, il est un petit peu adapté aussi au risque encouru. Donc là, pour le coup, on va aussi commencer avec les anticholinesterasiques. En première intention, il n'y a pas la thymectomie, même s'il y a des anticorps anti-RAC. Et puis, si on a une rémission, pour le coup, là, c'est peut-être possible effectivement de rester sous anticholinesterasique si avec ça, ça suffit. Dans la pratique, ça suffit pas souvent, mais quand ça suffit, tant mieux, et puis on peut rester comme ça. Si ça suffit pas, eh bien là, on réessaye la même chose, les corticoïdes, et si ça marche, on peut essayer de les sevrer petit à petit, et puis voir si en sevrant petit à petit, finalement, ça ne récidive pas. Si ça revient, on peut réaugmenter les doses. Si par contre on n'arrive jamais à les arrêter, les corticoïdes, on se retrouve avec la même problématique qu'avant, c'est de rester au long cours sous corticoïdes, c'est quand même pas terrible. Et donc là, on va ajouter un traitement immunosuppresseur pour réussir à enlever les corticoïdes et garder un traitement qui a moins d'effets secondaires sur le long cours. Et là, on retombe sur les mêmes molécules que tout à l'heure pour la forme généralisée, mais qu'on peut donner éventuellement un petit peu plus tard. S'il n'y a pas de rémission sous corticoïdes, bah là, de fait, on va essayer les immunosuppresseurs. En soi, et comme je vous dis, voilà, ça c'est très variable d'un centre à l'autre, on peut aussi d'emblée mettre l'immunosuppresseur et pas attendre de voir si on arrive ou pas à arrêter les corticoïdes, parce que parfois, ce qui va bien marcher, c'est l'immunosuppresseur, et les risques au long cours de l'immunosuppresseur versus les corticoïdes, c'est une appréciation un peu individuelle, mais il y a des risques avec les deux, et c'est pas forcément les corticoïdes les moins à risque que par rapport aux immunosuppresseurs en termes d'effets secondaires. Donc si on a une rémission avec l'immunosuppresseur, on retrouve comme tout à l'heure, l'idée va être avec le temps de donner la plus petite dose possible pour éviter les effets secondaires, voir si on y arrive d'arrêter. Si on n'arrive pas à entraîner de rémission avec tout ça, ben là idéalement c'est de discuter à plusieurs. Alors il faut être plusieurs dans l'équipe pour pouvoir discuter, mais c'est bien de discuter à plusieurs. Et puis là on se trouve dans des situations un peu particulières où ça pourrait se discuter de faire une thymectomie. Alors évidemment, s'il y a un thymome, oui, mais surtout si le traitement médicamenteux n'est pas efficace ou qu'il y a trop d'effets secondaires chez des patients antirécepteurs acétylcholine positifs, ben là, on peut discuter de faire la thymectomie même si c'est oculaire pur. Alors, si on veut avoir une idée de tout ça, qu'est-ce que ça donne? Donc ça, c'est ce qu'on appelle le traitement classique. Donc, dans les myasthénies anti-muscle versus les myasthénies anti-RAC, vous voyez que avoir une rémission complète chez les patients anti-muscle, on n'est pas très brillant, c'est que c'est moins de 10%. Des manifestations minimes, on est en dessous de 50%. Et puis une amélioration, ouais, à peu près à 40%. Donc c'est vrai qu'on n'est pas si fort que ça en pratique. Et puis si on regarde la myasthénie avec anticorps anti-RAC,
Là aussi, c'est pas ultra performant. Alors cette étude, elle est un peu ancienne, elle date de 2011. Et puis, le détail de ce que c'est le traitement classique, comme je vous ai dit, c'est très variable d'un centre à l'autre. Donc, est-ce que le traitement classique de 2011 versus le traitement classique de 2023 est le même? Probablement pas. Donc, c'est très difficile d'extrapoler ce type de résultat à la réalité aujourd'hui. Maintenant, vraisemblablement, on est quand même assez loin encore des 100% d'amélioration sous traitement. Voilà, donc pour terminer avec les traitements classiques, même si c'est des choses un peu nouvelles, je vous ai parlé des immunoglobulines intraveineuses, qui sont des traitements qui se font en fonction du poids et de façon récurrente, c'est-à-dire on ne le donne pas une fois et on arrête. Quand on le commence, on peut avoir besoin de le répéter. Donc on peut le faire parfois en une seule fois quand il y a une décompensation myasthénique sévère, parce que c'est un traitement qui va agir vite pour contrôler la myasthénie. Et en général, c'est plutôt comme ça qu'on l'utilise, pour des décompensations sévères et pour améliorer l'état rapidement du patient. Maintenant, il y a une étude récente notamment, qui pose la question d'une nouvelle indication et d'une nouvelle façon de le prescrire, mais cette fois-ci au long cours, comme un traitement de fond, donc à la place de l'immunosuppresseur ou des corticoïdes. Donc c'est pas une étude prospective randomisée comme on a dit qui sont les plus valables, c'est rétrospectif, c'est canadien, sur un petit nombre de patients avec une myasthénie généralisée, avec des immunoglobulines pendant au moins 6 mois, comme ça en continu. Et eux, ils ont trouvé que ce traitement-là, ça réduisait significativement le score myasthénique, donc les déficits moteurs, et ça réduisait aussi les traitements nécessaires pour la myasthénie, que ce soit les corticoïdes, c'est la prednisone, les anticholinésterasiques ou les immunosuppresseurs, malgré tout sur un petit nombre de patients. Il y a une autre étude, cette fois-ci par des Israéliens, avec un plus grand nombre de patients qui avaient une petite dose d'immunoglobulines intraveineuses toutes les 4 semaines. 30% de ces patients avaient eu aussi une thymectomie. Et eux, ils ont aussi des chiffres assez bons de réponse au traitement avec amélioration des scores de déficit de la myasthénie. Et les patients traités avaient moins besoin de garder les corticoïdes à forte dose pendant longtemps. Donc ça semble être quelque chose qui pourrait fonctionner. La limitation de ça dans la pratique quotidienne, c'est que les immunoglobulines intraveineuses, ça coûte très cher en coût financier d'une part, et puis aussi il y a un problème de disponibilité du traitement, parce que c'est un médicament qui est issu de dons du sang. Donc pour fabriquer une poche d'immunoglobulines intraveineuses, il faut plusieurs dons du sang dans lesquels on va récupérer une partie du sang qui sont les anticorps, et à partir de là, on fabrique le produit. Et il y a eu, il n'y a pas si longtemps que ça, des grosses pénuries d'immunoglobulines intraveineuses, pas trop en Suisse, mais beaucoup en France, par exemple. Et c'était un gros problème parce qu'il y a des maladies pour lesquelles c'est vraiment indispensable de recevoir ces traitements. Et il a fallu choisir quels patients pouvaient en recevoir et qui n'en pouvaient pas en recevoir. Donc c'est vrai que dans la myasthénie, comme il y a d'autres options, c'est probablement pas une option d'emblée à faire, mais peut-être à discuter dans certaines situations très particulières, que ça puisse être une alternative. Donc en conclusion, dans les traitements classiques, il faut bien retenir qu'il n'y a pas que les médicaments. Il y a donc cette activité physique qui est importante et qui est un grand changement par rapport à des paradigmes un peu anciens. Il y a bien sûr la thymectomie sur un sous-groupe spécifique de patients. L'avantage de ces traitements classiques par rapport aux nouveaux dont on va parler, c'est que la tolérance et les effets secondaires sont plutôt bien connus sur le long terme parce que c'est des molécules qu'on connaît depuis longtemps. Donc on sait de quoi on parle et on sait où on va, ce qui a quand même un avantage par rapport aux nouveaux traitements, ce qui ne veut pas dire qu'il faut quand même pas essayer les nouveaux traitements parce qu'il y a quand même aussi plein de bonnes choses avec les nouveaux. Le problème de ça, malgré tout, comme on a commencé à l'évoquer, c'est que les objectifs sont pas toujours atteints. En soi, une myasthénie qu'on va classer authentiquement réfractaire. Réfractaire, ça veut dire on a essayé plein de choses et puis ça marche pas. Les patients vont toujours mal. Ça reste rare en théorie. Donc, comme on a dit, quand c'est comme ça, il faut vraiment se reposer la question, est-ce que c'est vraiment une myasthénie ou est-ce que les symptômes que le patient rapporte sont vraiment liés à la myasthénie et pas à autre chose? Parce que faire des escalades de traitement vers des choses plus agressives avec plus d'effets secondaires, il faut prendre la décision de façon adéquate et être sûr que ce qu'on va traiter, c'est bien la myasthénie. Donc il y a quand même beaucoup de patients, malgré tout, qui rapportent un résultat acceptable, c'est-à-dire ils sont
en rémission ou en tout cas en des manifestations minimes, mais parfois au prix de garder un traitement assez important. Et puis surtout, l'impact sur la qualité de vie est souvent important. Et là, c'est toute la difficulté entre ce que le médecin évalue et ce que le patient ressent. Nous, on a des scores objectifs, on teste, on regarde, la force est bonne, la force est pas bonne, la paupière est haute, elle est pas haute, on voit double, on voit pas double. Et puis, on va calculer des points et si les points sont bons, c'est bon, ça va. Donc, je simplifie un peu, mais c'est quand même un peu comme ça. Et puis, évidemment, on sait bien qu'au quotidien, c'est quand même pas ça qui se passe. Et d'où ces discussions sur la façon d'évaluer la réponse au traitement et la prise en compte des échelles de qualité de vie. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que pour nous, juger d'une échelle de qualité de vie comme réponse au traitement, c'est aussi très compliqué parce que évaluer la qualité de vie en disant qu'on évalue que la myasthénie pour la qualité de vie, c'est pas si facile, y compris pour les patients. Même si on vous dit de remplir une échelle qualité de vie où c'est écrit en gros dessus et puis on vous redit, je vous rappelle, vous parlez que de la myasthénie et pas d'autre chose. Ben souvent, il y a plein d'autres choses dans la vie. Il y a le stress, il y a la famille, il y a la maison, il y a le travail, il y a d'autres maladies. Et savoir ce qui fait vraiment que la myasthénie de ce qui est du reste, c'est pas si simple. Donc, c'est pas si facile de juger un effet du traitement uniquement sur une échelle de qualité de vie. D'un point de vue du médecin, c'est beaucoup plus confortable de juger sur un test objectif où on peut mettre des chiffres. Donc, c'est probablement pas la meilleure façon, mais il faut quand même savoir que c'est pas si simple de juger d'un bénéfice thérapeutique uniquement sur une qualité de vie. Donc, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'une rémission complète au long cours, où il n'y a plus besoin de traitement, où ça va bien et où on a une vie complètement normale, c'est une minorité de patients et on en a bien conscience. Mais pour l'instant, on n'est pas encore très performant. Mais peut-être que les nouvelles molécules aideront à mieux réussir à traiter efficacement la myasthénie. J'ai fini. Je fais juste une petite publicité pour les médecins, mais sinon j'ai fini. Est-ce qu'il y a des questions dans les publics? Il y a une question dans le. Il y a une question Parfait. dans la vidéoconférence. Vous m'entendez? Ah oui, voilà. Pardon. Il y a une question dans la visioconférence. On a coupé les micros, les gens écrivent. Il y a deux questions. Alors, est-ce que l'activité sportive est aussi recommandée pour les myasthénies congénitales? Ouais, alors, effectivement, là, on ne parle pas du tout de la myasthénie congénitale. C'est complètement différent, la myasthénie congénitale. Hein. C'est une maladie qui est génétique, c'est plus du tout une question d'anticorps. Et puis là, de façon générale, dans les maladies congénitales neuromusculaires, oui, l'activité physique est recommandée parce qu'on sait que c'est plutôt bénéfique et aussi en termes d'entretien de la musculature, des tendons, des articulations, mais toujours à adapter au handicap et à ce qu'on arrive à faire, puisque le but, c'est d'être confortable dans l'activité physique et de ne pas se sentir moins bien quand on a fait l'activité physique. Mais de façon générale, c'est recommandé. Qu'est-ce que tu recommandes aux patients comme activité physique, justement? Ce qui leur plaît. Non, c'est vrai, ça dépend. Tout le monde n'aime pas le sport. Hein, donc, je pense que les gens qui font déjà du sport avant, c'est plus facile parce que c'est juste de leur dire des choses qui restent raisonnables. Les grands sportifs, ça peut être compliqué de leur faire comprendre que peut-être tout de suite, là, faire tout le sport qu'ils faisaient comme avant, ça va peut-être être un peu compliqué, mais qu'ils peuvent continuer à en faire. Les moyens sportifs, ben là, on y arrive en général parce qu'ils sont assez contents d'en faire. Ce qui est beaucoup plus dur, c'est des gens qui n'étaient pas sportifs du tout et de faire passer le message que pour le coup, ben, ça serait mieux d'en faire un peu. Et alors là, moi, je recommande la marche active parce que c'est pas du sport très intense et tout le monde peut le faire sans appareil, sans rien. Et puis ceux qui disent oui, mais moi, ça me fait mal, ça fait ci, ben, la natation, par exemple. Et puis sinon en gym un peu voilà le pilates etc ça c'est bien plus que de la musculation pour le renforcement musculaire pur où ça par contre c'est pas très recommandé pour la myasthénie. Est-ce que la SRIM propose des choses justement pour ça? Alors non, on propose pas soutien ou financement Tiens, oui, si des personnes souhaitent faire une activité sportive et puis quelque chose qui n'est pas pris en charge par les assurances, que c'est coûteux. Dans ce cadre-là, des fois, on peut faire un soutien, trouver des fonds, voilà, pour financer ça. Ah, il y avait d'autres questions. Oh, pardon. Mais il faut peut-être monter. Non, allez-y. Alors dites l'autre question si vous voulez. Je dis déjà une. Oui. Alors il y a
Alors, il y a... Attendez. Est-ce qu'il y a des études sur un lien entre myasthénie et le syndrome de fatigue chronique? Pas à ma connaissance, mais je connais pas honnêtement, je connais pas les études sur la fatigue chronique parce que c'est pas du tout mon domaine. Je pourrais pas répondre. Je suis désolée, je sais pas s'il y en a. Et puis, il y a une autre question qui n'est pas en lien, donc je vais d'abord dire celle qui est en lien. Beaucoup de courbatures et de nœuds durs dans les muscles après activité, malgré activité physique adaptée, exercice avec physio, peu de répétitions, durée limitée. Il y a une question. Je ne sais pas quelle est la question, que ça peut faire des courbatures, peut-être. Oui, alors c'est sûr qu'il peut y avoir, je pense qu'il faut aussi faire les étirements dans l'activité physique, justement pour éviter ça, mais bien sûr que il peut y avoir des douleurs musculaires. Ouais. Okay. Et puis, il y a l'autre question, c'était, vous parlez d'une nouvelle molécule pour les immunoglobulines. Est-ce que c'est mieux? Est-ce mieux? Alors, j'ai pas dit qu'il y a une nouvelle immunoglobuline, hein. Je dis une nouvelle utilisation des immunoglobulines. C'est-à-dire que les immunoglobulines, c'est pas un nouveau traitement, c'est très ancien comme traitement. C'est surtout utilisé dans les décompensations aiguës, mais il y a ces deux études assez récentes qui l'ont essayé au long cours en remplacement d'un traitement de fond ou pour baisser les traitements de fond et utilisé comme ça semble pouvoir être efficace, mais avec les restrictions que j'ai dites aussi en termes d'accessibilité et de coût. Oui, je voulais juste avoir une précision personnelle. Moi, j'ai trouvé très intéressant cette conférence, mais moi, j'ai une maladie qui s'appelle Lambertone et j'arrive pas à me retrouver dans tout ce que vous avez expliqué. Est-ce que je suis différent ou est-ce que je suis dans une autre classe? Oui, vous êtes dans une autre classe. Ouais, c'est pas une myasthénie alors? Ben, alors non, parce que c'est ce qu'a un peu évoqué le docteur Épinay. Il y avait alors une slide pour vous sur le Lambertone, mais la myasthénie, c'est un problème de communication entre le nerf et le muscle, mais le problème vient de la réception du message sur le muscle. La Lambertone, ça vient de l'émission du message. En gros, c'est avant la transmission du message. Donc en fait, ça donne pas tout à fait. Enfin, il y a des symptômes. J'ai pas autant de problèmes physiques. Oui. Moi, j'ai juste un médicament m'enlève presque tous les symptômes. Oui, bah oui, c'est ça. Aminopyridine. Exactement. Mais en fait, c'est dans la même classe de maladies parce que c'est une maladie de la jonction entre le nerf et le muscle. Donc c'est la même catégorie de maladie, mais à la fin, c'est pas la même façon de le diagnostiquer, c'est pas les mêmes anticorps, c'est pas les mêmes causes et c'est pas les mêmes traitements. D'accord. Ouais. Merci madame. On surveille le temps quand même, mais ça va être rapide. C'est par rapport aux immunosuppresseurs, à la cure avec immunosuppresseurs ou rituximab. Je suis pas bien sûre que j'ai compris. Vous avez dit c'est sur une durée de 2 ans et puis après il faut faire une pause ou... Non. Alors il faut jamais forcément de faire de pause. C'est-à-dire que on prend, en tout cas, en général, on part déjà au moins pour 2 ans. C'est-à-dire que se dire que je commence un traitement immunosuppresseur et que je l'arrête dans 6 mois, c'est pas possible dans cette maladie. Si ça fonctionne, s'il marche le traitement, minimum, c'est au moins 2 ans. Et en général, c'est plus. Donc, c'est juste pour dire que après 2 ans, chez quelqu'un qui va très bien et qui aimerait bien baisser les doses ou discuter d'arrêter, on peut en discuter, mais on va jamais faire de pause ou arrêter d'un coup. On va baisser tout doucement, on regarde ce qui se passe, est-ce que ça rechute, est-ce que ça rechute pas, et éventuellement, s'il n'y a pas de rechute, on essaye d'arrêter. Mais 2 ans, c'est un strict minimum. La plupart du temps, on part sur beaucoup plus longtemps que ça. Si entre deux, il y a une grossesse qui intervient, ça fait la pause et on reprend 2 ans ou... Ça dépend des traitements. Il y a des traitements qu'on peut garder pendant la grossesse. Donc, on essaye plutôt, comme disait Dr Lascano, pendant la grossesse, avant la grossesse, d'avoir une maladie stable, bien équilibrée. Si possible, d'avoir un traitement compatible avec la grossesse. Et il y en a dans ces médicaments. Et donc, s'il est compatible, on le garde pendant toute la grossesse et ça évite les problèmes. Si le traitement est incompatible parce qu'on n'avait pas d'autre choix, bah là, par contre, il faut qu'on discute ce qu'on va faire et on peut aussi enlever un traitement incompatible pour le remplacer par un traitement compatible pour être sûr que ça aille bien.